Mois d'août 2021, des box de chez 3x20. Bonjour à tous, bonsoir à tous, ou bonjour selon quand vous allez regarder cette vidéo. Je suis hyper contente, j'ai l'impression d'être avec vous, donc moi ça me fait toujours plaisir. Vous savez, les abonnés 3x20 ont une chance inouïe qui est de recevoir tous les mois d'août des vins d'ailleurs. Donc c'est tout sauf France. Alors il y a 11 mois sur 12 pendant lesquels c'est vive la France, avec une fois de temps en temps quand même un petit vin qui vient d'ailleurs. Mais au mois d'août, c'est 100% vin hors France. Donc c'est mon petit plaisir de vous faire découvrir autre chose que ce dont on a l'habitude de déguster. Voilà. Donc 2021, le petit voyage, c'est à travers Espagne, Italie, Argentine, Allemagne, Slovénie et Nouvelle-Zélande. Voilà, donc je vais vous décrire un petit peu les vins. On va commencer par la box Tastevin et Buissonnier. Pour rappel, tout est expliqué dans le petit livret que vous recevez en même temps que les vins. Donc il y a sur chaque vin une double page avec tout un tas d'explications. Là, je vais vous faire un court résumé. Mais voilà, quand on reçoit sa box, on a un petit peu de lecture et c'est bien agréable pour pouvoir progresser dans le merveilleux monde du vin qui parfois peut faire un petit peu peur, mais là j'essaye de vous aider tous les mois en vous racontant des histoires et en vous familiarisant avec les vignobles, avec les différents domaines, avec les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour faire du vin et même la viticulture. Enfin, tout ça, c'est des sujets tout à fait passionnants que j'adore raconter. Et voilà. Donc, pourquoi les vins étrangers? Certains d'entre vous savent, que bon, j'ai fait pas mal d'études de dégustation, d'œnologie, de découverte des vins, etc. Depuis 25 ans que je pratique ce métier. Et il fut un temps, après avoir eu le diplôme, le niveau 4 du WSET, où j'ai passé quand même 3 ans dans le programme des Masters of Wine. Donc tout le WSET plus les Masters of Wine, on déguste énormément de vins étrangers parce qu'on pense que le vin n'est pas forcément seulement français. Donc j'ai fait énormément de voyages, de découvertes, et c'est ce qui m'a donné un petit peu envie de partager tout ça et de faire découvrir. Donc, on va commencer là par la box des vins de la box Tastevin et de la box Buissonnier. La Buissonnier, c'est la Tastevin plus une bouteille supplémentaire d'un vin d'une gamme un petit peu supérieure aux deux précédentes et qui permet toujours de découvrir. Donc, les deux premières bouteilles, on va commencer par les deux là. Donc, c'est un petit duo Italie-Espagne avec en premier un vin blanc de la région de Rumilla qui se trouve près d'Alicante en Espagne sur la partie est. Donc là on est dans un endroit où il fait très chaud, il fait vraiment vraiment chaud. Gros avantage de cette région, c'est que là on est à 850 mètres d'altitude. Du coup, il y a une amplitude thermique assez élevée entre le jour et la nuit. Ça permet de bloquer l'acidité dans les vins. On va en reparler d'ailleurs pour l'Argentine tout à l'heure. Un petit peu le même phénomène. Et donc là, c'est un cépage Verdero que j'ai voulu vous présenter. Alors le Verdero, c'est un cépage qui a été introduit en Espagne par les chrétiens qui fuyaient au Moyen-Âge, les chrétiens qui fuyaient les invasions arabes, comme on les appelait, et qui ont implanté ce superbe cépage, le Verdero. Ça ressemble un petit peu au Sauvignon. Il y a un petit peu ces arômes, un petit peu citronnés, un peu d'agrumes. Bon là, comme il y a du soleil, ça rajoute des petites notes plutôt de pêche ou de melon qui sont hyper intéressantes.
Pasquale Olivares, qui est le vigneron. Il aime beaucoup ce cépage parce que c'est un vrai challenge de faire du vin blanc dans des endroits où il fait très chaud. Parce qu'on a toujours peur du déséquilibre et, de la chaleur qui risque de se voir dans l'équilibre des vins. Et là, un cépage qui a une acidité naturelle assez marquée, ça permet justement d'équilibrer. Et c'est vraiment important de réussir cette espèce de jeu de funambule entre la richesse et entre la fraîcheur. Et là, vous verrez, ou ceux qui l'ont déjà goûté, vous avez vu, c'est vraiment un exercice périlleux qui est réussi et qui est vraiment un superbe vin. Donc les raisins sont récoltés plutôt la nuit quand il fait frais pour capturer un petit peu dans les raisins cette fraîcheur naturelle. Et ensuite c'est une vinification toute simple avec à basse température, voilà, pour garder le côté aromatique qui est très important. Et donc après que les raisins soient pressés, la fermentation commence et ensuite c'est un élevage très court finalement, mais sur lit. Vous savez, les lits, c'est les levures mortes qui restent au fond de la cuve de fermentation et qui, remises en suspension, nourrissent un peu le vin et lui donnent ce côté salin qui est magnifique et qui tire le vin en longueur. Donc c'est un petit peu comme ça, on retrouve ce même type de vinification dans les muscadets par exemple, ou dans les cépages qui ont des élevages courts, mais sur ces lits fines qui apportent énormément de fraîcheur. Et puis ce côté un petit peu levuré, très frais et vraiment superbe. Voilà, et salin en finale. Donc voilà pour ce Verdero de l'appellation Rumilla, qui est plus connu pour les vins rouges, issus du cépage Monastrell, qui est le Mourvèdre, qu'on connaît mieux en France sous le nom de Mourvèdre, bien sûr. Et là, c'est en blanc, donc c'est vraiment superbe. Ça, on en faisait avant de faire des vins secs dans la région. Après, je me tais, c'est promis. On passe au vin suivant. Mais dans la région, on faisait beaucoup de vins de dessert, de vins sucrés, avec ce cépage-là. Et Pasquale Olivares a montré qu'on arrive à faire des vins secs qui ont aujourd'hui de toute façon beaucoup plus de succès que les vins sucrés. Voilà pour le numéro uno. Ensuite, deuxième vin, on passe à l'Italie. L'Italie avec ce vin de Mario Garibaldi, qui est un petit peu un fidèle des box 3x20, puisque on a déjà eu l'occasion de vous faire découvrir plusieurs des vins de Mario, qui est un viticulteur qui est en bio dans la région du Piémont, donc dans le nord-ouest de l'Italie, de l'autre côté de chez nous, et qui fait des vins superbes. Dans le Piémont, il y a plusieurs cépages autochtones qui sont hyper intéressants. Là, on va parler de Barbera. Barbera, c'est dans la région d'Asti, donc dans le Piémont, il y a Alba, Asti, on en fait du Muscat, Moscato d'Asti par exemple, qui est très connu. Et c'est la région, on trouve aussi le Nebbiolo qui fait les grands Barolo, qui sont vraiment des vins très emblématiques de la région. Ici, c'est un Barbera. Barbera, c'est un cépage autochtone qu'on ne trouve que dans cette région et qui donne des vins qu'on pourrait, je pense, qualifier, si on trouvait un seul mot, de gourmand. Il y a cette espèce de générosité, d'éclat de fruits, des vins qui sont assez amples en bouche et qui donnent vraiment une impression de voyage. Parce qu'en fait, on n'a pas de cépage en France qui ressemble suffisamment au Barbera pour pouvoir faire une comparaison. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on est vraiment transporté. Et là, on a à la fois un côté juteux et de fruits frais, et il n'y a pas de bois, c'est pas un vin boisé, donc on a cette espèce de générosité un peu éclatante qui fait que ce vin peut être dégusté avec plein de choses. C'est l'avantage aussi des vins rouges qui se marient avec quand même beaucoup plus de choses, et le Barbera n'est pas un cépage tannique. Donc finalement, végétarien, pas végétarien, entrée, plat, peut-être pas dessert, mais voilà, entrée et plat, apéritif, entrée, plat, on va dire. Et là, c'est vraiment un vin un peu caméléon qui va avec plein de choses et qui va en bouche
parler suffisamment fort. Les Italiens, ils parlent beaucoup, et ça, c'est vraiment un vin qui parle beaucoup. On va trouver plein de choses différentes qui sont super intéressantes. Comme pour tous les vins, voilà, il y a tout ce qu'il faut savoir sur le vin là. Donc on a une petite finale épicée, un vin très en subtilité et en généreux. C'est un peu la classe italienne, voilà, pour résumer. Donc voilà, le Barbera du Piémont, d'une très belle famille de vignerons que je suis assez régulièrement et qui me plaît vraiment beaucoup. Troisième vin de la box Buissonnier cette fois. C'est donc les 2 premiers vins, Espagne, Italie, et en plus, on part en Argentine. Alors, en Argentine, la grande spécialité de l'Argentine, c'est le Malbec. Et le Malbec, là-bas, il y en a plus que à Cahors, son pays d'origine. Donc voilà, c'est un vin qui s'est un cépage pardon, qui s'est beaucoup exporté. Il y a eu des vagues d'immigration en Amérique du Sud et en Argentine, on retrouve beaucoup de cépages italiens, parce qu'il y a beaucoup d'immigration italienne. Et puis il y a ce Malbec qui pousse très haut, tout là-haut, dans les montagnes. La région de Mendoza est très connue pour ses vignobles. Et dans la région de Mendoza, qui est immense, il y a plusieurs sous-régions. Et là, Luján de Cuyo, c'est la région la plus en altitude. On est à 3000 mètres d'altitude. Et à 3000 mètres d'altitude, il y a une amplitude thermique entre le jour et la nuit de 24 degrés. Donc c'est énorme. Et comme je vous disais tout à l'heure pour l'Espagne, dès qu'on a de l'altitude, que les nuits sont fraîches, ça permet de garder cette fraîcheur indispensable pour avoir des vins équilibrés. Et donc là, le Malbec, c'est un vin qui est légèrement épicé, qui a un peu cette générosité, cette rondeur qu'on connaît bien finalement de plus en plus de domaines argentins, en dehors des très connus qui exportent évidemment beaucoup, mais de plus en plus de petites productions comme celui-ci arrivent jusqu'à nous grâce au travail d'importateurs qui font un travail remarquable, un peu comme le travail que je fais moi en France. Ils font ce travail sur des vins étrangers en important des vins d'ailleurs, en les ayant sélectionnés. Et ensuite, je les sélectionne à nouveau à partir de ce qu'ils proposent comme vin importé. Donc voilà, vous avez l'assurance de recevoir des choses vraiment passionnantes. Donc, de la cerise, de la framboise, ça c'est toujours des arômes de fruits très mûrs, rouge, noir. C'est un vin qui est puissant, qui a du caractère, beaucoup de saveur et un côté plutôt corsé, c'est du Malbec, faut pas l'oublier. Les techniques sont plutôt modernes, donc les tanins rustiques, c'est pas trop le truc des Argentins, on trouve pas du tout ça là-bas, même si c'est un domaine qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, le chai a même été refait en 2007, mais il était centenaire déjà. Donc, il y a un endroit où on fait du vin depuis très longtemps. Et puis, il y a beaucoup de sable. Arena, c'est le sable. Et donc, ça donne des vins qui sont très fins. Et franchement, montrer un vin d'Argentine qui soit trop riche, trop puissant, trop XXL, qui montre ses muscles, c'est pas mon truc. Vous le savez très bien, vous qui me suivez depuis longtemps. Moi, je préfère la subtilité, je préfère montrer des exemples qui sont élégants et qui racontent vraiment l'histoire d'un endroit qui est historique dans le vin. Voilà pour le 3e vin de la box Buissonnier du mois d'août 2021. On va continuer le voyage maintenant en accompagnant les abonnés à la box Échanson. Et Chanson, c'est 2 vins rouges. Rouges, seulement des rouges. Voilà, on a pensé il y a déjà quelques années maintenant, grâce à un petit sondage qu'on avait fait auprès de nos abonnés qui étaient déjà là depuis longtemps finalement. On avait de plus en plus de demandes, de gens qui vraiment ont une préférence pour le rouge. Aujourd'hui, on a l'impression que on nous pose de plus en plus de questions sur les vins blancs, donc on va voir ce qu'on va en faire, mais en tout cas, on a créé cette box 100% vin rouge et qui s'appelle Échanson. Et pour ceux qui sont en
encore plus chanceux, ils ont droit à une troisième bouteille qui, pour le mois d'août, est une bouteille de vin... qui, pardon, tous les mois, est une bouteille de vin blanc pour faire un duo de vin rouge. Et puis pour ceux qui sont abonnés à la Cachotier, on rajoute une bouteille de vin blanc. Voilà, pour que vous ayez tout ce qu'il faut déguster. Voilà, alors je vais commencer par une vraie trouvaille. Parce que franchement, les vins slovènes, ça court pas, il y en a pas très souvent, on en voit franchement pas beaucoup. Il faut dire que c'est une région, c'est l'ex-Yougoslavie, hein, c'est une région dans laquelle eh ben, les vins, ils étaient, on va dire, anonymes pendant très longtemps, puisque c'était sous le régime communiste, et tout, il y a du vin, ça existe depuis bien avant, ça date des Grecs, hein, c'est eux qui sont venus montrer leur technique sur ce coin de la Méditerranée. Là, on est un peu coincé entre l'Italie et la Croatie, donc c'est vrai, c'est dans un coin qui est au bord de la mer et qui a toute une partie de marais salants juste au bord du domaine, dans le même village, il y a des marais salants. Donc c'est un climat méditerranéen. Et pendant très longtemps, tous les producteurs de raisins, parce que c'est tout ce que c'était finalement, livraient leurs raisins à la coopérative nationale, on va appeler ça comme ça, sous le régime communiste. Et finalement, tous les raisins étaient mis tous ensemble. Donc personne n'avait de vin représentant sa personnalité ou son terroir particulier, parce que c'était tout mélangé. Donc, aujourd'hui, pardon, je bafouille un peu, la Slovénie, ça représente 0,5% du vignoble mondial. Donc, autant vous dire que là, on est dans le super confidentiel. Et j'ai voulu vous montrer un vin d'un cépage qui s'appelle le Refosk, qui est un peu le cépage le plus connu du pays. Tout en biodynamie, vraiment une famille qui a relancé le domaine en 1984 sous son propre nom. Du coup, là, ils étaient un peu libérés du joug d'avant et grâce à cette nouvelle personnalité que les producteurs ont pu mettre dans leur vin, ben voilà. Et ils sont vraiment un peu pionniers de la biodynamie dans le pays. Et c'est un vin, mais alors franchement, dès le premier nez, même avant que je le déguste, je savais que ce vin allait trouver une place parce que c'est d'une intensité et d'une perfection que j'ai rarement vue dans un vin d'ailleurs. Franchement, j'ai été éblouie et j'ai senti vraiment que le côté de la biodynamie donnait une impulsion qu'on ressent énormément en dégustation et qui est superbe. Donc je suis très contente pour les abonnés Chanson et Cachotier parce que vous avez déjà pu goûter ça et franchement c'est une vraie merveille. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus que d'avoir envie de le déguster et vous montrer que la matière, la suavité de ce vin, mais avec une vraie personnalité, m'a franchement ébouriffée et c'est ce que j'aime ressentir avant de vous proposer des vins. Un cépage autochtone, ça aussi je tiens beaucoup à ce que quand on propose des vins d'ailleurs, que ce soit vraiment des cépages qui aient leur identité propre, et qui montrent bien qu'ils viennent d'un endroit particulier. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est un vrai vin de gastronomie, magnifique. Voilà, le Refosk de Slovénie. Voilà, ensuite... on part pour une destination qui est un petit peu plus connue dans le monde du vin. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande. Ce qui est un petit peu moins connu en Nouvelle-Zélande, c'est le Pinot Noir. Le Pinot Noir, vous savez, qui est un cépage qu'on trouve en Bourgogne, qu'on trouve en Champagne, qu'on trouve à plusieurs endroits, mais qui est quand même originaire du nord-est français, on va dire, et qui est un cépage très fragile. Et sa fragilité prouve qu'aux endroits où il fait vraiment très chaud, on perd tout ce que la finesse du Pinot Noir peut apporter à un vin. Et en Nouvelle-Zélande, on n'est jamais très loin de la mer. Il n'y a jamais plus de 120 km entre un vignoble
et la mer. Donc c'est donc deux îles un peu en travers comme ça. Et le vignoble de Marlborough, d'où vient ce vin, est exactement, enfin est très très proche de la mer, ce qui lui permet d'avoir cette fraîcheur. Alors on fait du vin depuis longtemps en Nouvelle-Zélande, mais c'est vraiment depuis 1973 que les premières vendanges et commercialisation de vin, on va dire, ont démarré. Mais c'est surtout avec le Sauvignon blanc qu'on parle de la Nouvelle-Zélande. C'est un peu de Nouvelle-Zélande et Sauvignon blanc, voilà, ça va ensemble, mais un petit peu moins du Pinot Noir. Mais en fait, le climat correspond hyper bien. On trouve aussi des très beaux Pinot Gris, par exemple. On fait aussi de très beaux vins effervescents. Pour tout ça, il faut de l'acidité. Et l'acidité, c'est pas un gros mot dans le vin, au contraire, c'est hyper important, c'est la colonne vertébrale. Et dans ce Pinot Noir, on trouve dès l'ouverture un côté très parfumé et reconnaissable. Donc on reconnaît bien le Pinot Noir. Il n'y a pas de cépage autochtone en Nouvelle-Zélande parce que c'est assez récent. Et il y a beaucoup d'Européens qui sont allés essayer les cépages auxquels ils ont l'habitude, notamment des familles sancerroises ou des familles qui font du pouilly fumé, qui sont allés essayer leur Sauvignon blanc, et puis pour les sancerrois, un peu leur Pinot Noir. Et on a vu que c'était vraiment super. Et donc là, à cet endroit de Nouvelle-Zélande, il y a une montagne qui, je crois, est à 900 mètres d'altitude. Donc c'est pas, il y a la montagne, la mer, et donc ça c'est vraiment la typicité du Pinot Noir de Nouvelle-Zélande. Donc parfumé, très fin. Pas rustique du tout, vraiment un vin assez moderne, mais avec une intensité aromatique qui est surprenante. Et voilà, c'était donc une belle découverte aussi que j'ai voulu montrer à nos abonnés et chansons du mois d'août. Voilà, donc The Ned, Nouvelle-Zélande, Pinot Noir 2019. Voilà, évidemment, comme pas mal de vins étrangers, c'est en capsule à vis, et ça, sont vraiment très précurseurs. Hein. Finalement, nous, on est un peu les vieux de la vieille avec nos bouchons en liège ou même en synthétique pour certaines bouteilles. Mais il y a longtemps que ailleurs, ils ont compris que voilà, si c'est pas des vins de garde, ben, on n'a aucun intérêt à aller s'embêter avec des vins qui risquent d'être bouchonnés. Il vaut mieux y aller direct en capsule à vis, ça ne pose aucun problème de toute façon. Troisième vin, c'est le blanc. Cette fois, c'est le blanc, la box Cachotier. Et pour ce vin blanc du mois d'août, c'est pas très loin cette fois que je vous emmenez, puisque c'est en Allemagne. Et en Allemagne, il y a 13 régions viticoles en Allemagne, dont une qui est très proche de nous. Enfin, il y en a plusieurs qui sont proches de nous, hein. De l'autre côté de l'Alsace, la Pfalz qui est franchement pas très très loin. Mais là, il s'agit de la Moselle. C'est pas loin non plus. Franchement, un train de la gare de l'Est jusqu'au Luxembourg. Après, on loue une voiture, on arrive à Trièves. C'est pas loin du tout. Et alors là, c'est dépaysement assuré. Par contre, il faut prévoir des crampons dans ses bagages parce que c'est des coteaux qui sont à 45%. Donc quand on est vigneron en Moselle et qu'on a des vignes sur les hauteurs, vaut mieux s'accrocher. D'ailleurs, il y a certains endroits où on est carrément attaché. Il vaut mieux aussi, pendant les vendanges, se débrouiller pour avoir un seau qui a un fond plutôt plat, parce que on peut assez facilement perdre sa récolte. Voilà, parce que c'est vraiment comme ça. Et les sols, c'est ça qui est vraiment surprenant, c'est de l'ardoise bleue. Et c'est intéressant à quel point on peut retrouver ces arômes. L'ardoise bleue très friable, hein. L'ardoise, c'est un millefeuille, hein. Ça se casse très facilement à la main et on voit qu'il y a vraiment des strates. Et quand l'eau de pluie coule, il pleut un peu, quand l'eau de pluie coule, ben, l'eau s'insère à travers ce millefeuille et ensuite donne son goût au sol qu'on retrouve ensuite dans les raisins. Donc c'est hyper intéressant. Et évidemment, le cépage roi, phare, star de la Moselle allemande, c'est le Riesling. Et le Riesling, c'est un cépage qui s'adapte très très bien
à ce type de sol, à ce type de pédologie aussi pour le sol, la composition du sol, et qui donne des arômes très citronnés, un côté, quand les vins sont jeunes, on retrouve cette ardoise, hein, c'est vrai que c'est bizarre, mais ça a vraiment un goût précis, on peut parler d'un vin minéral, hein, on ne peut pas y échapper. Et puis quand les vins vieillissent un petit peu, on retrouve ces arômes d'hydrocarbures qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les Riesling alsaciens, hein, qui sont vraiment très intéressants. Et l'avantage de ces vins, qui voient le soleil, mais peut-être pas autant qu'en Alsace par exemple, c'est que les vins font très très peu d'alcool. Donc on trouve des Riesling de Moselle allemande qui font 7,5, 8 degrés d'alcool. Bon, ceux-là ont un petit peu de sucre résiduel, mais voilà, celui-ci fait 11,5 et du coup, il a un côté très frais, très fin, très rafraîchissant parce qu'il y a beaucoup d'acidité, une belle acidité naturelle, peu d'alcool et un côté très aromatique puisque le Riesling fait partie des cépages aromatiques. Donc voilà, une vraie découverte. C'est pas loin de la France, on n'a pas forcément le réflexe de goûter des vins allemands, mais les Riesling allemands, entre autres, ils font aussi des très beaux sylvaner, des pinots noirs superbes aussi. Vraiment, c'est un vignoble à découvrir. Voilà, ça m'a donné envie de vous montrer ce qu'on peut faire outre-Rhin, un endroit où finalement il est assez facile d'aller et où on peut vraiment être surpris par ce genre de vignoble qui est voilà. Hop, on est au-dessus de la Moselle, qui aide à la maturité des raisins parce que ça réverbère la lumière. C'est pour ça que les vignes sont plantées vraiment un peu au-dessus comme ça pour profiter de la réverbération et aider à la maturité. Voilà, et ben je crois que j'en ai fini. Donc voilà, chers abonnés ou chers curieux qui se demandent si ce serait une bonne idée d'être abonné, c'est une box exceptionnelle, c'est le mois d'août, c'est toujours comme ça, depuis longtemps. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain live qui parlera des lives où, voilà, et on verra si c'est une vidéo ou pas, qui parlera des vins de la box de septembre. Alors n'oubliez pas, si vous avez des suggestions, des recommandations, des commentaires, des critiques, des bravos, ce que vous voulez, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire parce que c'est hyper utile pour nous de savoir ce dont vous avez besoin. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.